On aperçoit, à travers l'histoire de vos parents et la vôtre, le lien entre Itsuo Tsuda et la pensée anarchiste. Mais pouvez-vous, comme vous le faites dans votre livre, revenir un peu aux racines du taoïsme et de l'anarchisme afin de nous expliquer cette convergence? Oui, alors déjà, il faut sortir de l'idée un peu commune, qui est devenue un peu populaire, que l'anarchie, c'est le chaos, la violence, le désordre. L'anarchie n'a rien à voir avec ça. Si on lit les penseurs qui ont théorisé l'anarchie, qui ne sont pas unifiés. L'anarchie, ce n'est pas une pensée unique. Il y a plein de branches diverses, il y a plein de penseurs, de philosophes, mais tous avaient ce même fil conducteur. L'anarchie, c'est l'absence de domination. C'est l'ordre sans le pouvoir. C'est l'auto-organisation des personnes en société sans qu'il y ait exercice de pouvoir des uns sur les autres. Donc ça s'est traduit, par exemple, parfois avec des systèmes de fédération. Dans certaines usines autogérées qui ont fonctionné, par exemple, en Espagne en 1936, il y a eu des usines qui se sont organisées. Ils avaient des comités, il y avait les ouvriers, ils élisaient des comités qui prenaient les décisions qu'il y avait à prendre en ayant des éléments plus importants, mais ensuite ils pouvaient changer, il y avait une rotation, ils pouvaient voter, et avec un réel pouvoir. Ce n'était pas un vote comme aujourd'hui où on vote quelque chose et où ensuite on décide tout le contraire. Non, c'était vraiment une démocratie directe où les personnes étaient en train de décider ce qu'elles allaient faire, ce qu'elles allaient produire, comment elles allaient le produire. Et ce qui est fou, c'est que quand, au moment où les franquistes ont réussi, par exemple cet exemple de ce qu'on appelle la guerre d'Espagne, au moment où les franquistes ont battu les républicains associés aux anarchistes, aux communistes, etc., ils les ont battus, ils ont repris en main les usines et ils se sont aperçus que les usines fonctionnaient mieux, produisaient mieux. L'auto-organisation des ouvriers, pour leur propre compte, fonctionnait parfaitement. Et afin que ça ne se sache pas, ils ont donné l'ordre de détruire un certain nombre d'usines, de machines, pour que l'histoire ne le sache pas, pour pouvoir absolument revenir au système de domination. Donc c'est vraiment une action volontaire d'avoir sali au cours de l'histoire cette idée de l'ordre social, mais sans le pouvoir. Ça nous paraît fou aujourd'hui, on a du mal, on se dit, mais attends, s'il n'y a pas de feu rouge, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de loi, tout le monde fera n'importe quoi. Et bien en fait, ce n'est pas ça qui se passe. S'il n'y a pas toutes ces lois qui sont dictées du haut vers le bas, on a des sociétés qui s'organisent et qui vont décider de feu rouge ou de telle contrainte parce que ça leur est utile. Et comme c'est utile à tout le monde, eh bien, le respecter n'est pas difficile. C'est l'organisation. Et ça, il y a de nombreux témoignages dans beaucoup de diverses expériences. Je parle dans mon livre de la guerre de 1936 en Espagne, mais aussi en Mandchourie. Il y a d'autres expériences qui ont montré que ça peut fonctionner. Donc c'est une idée en fait qui paraît nouvelle, qui c'est vrai, est arrivée avec la révolution industrielle, etc., mais en fait qui reprend une idée beaucoup plus ancienne. Et là, on voit le lien avec le taoïsme, c'est que dans le taoïsme, effectivement, alors en tout cas, pas dans le taoïsme antique, pas dans ce qu'il est devenu après, souvent comme une sorte de religion, mais dans celui le plus ancien, comme Chuang-Tzu ou Lao Tzu, il y a vraiment cette idée que le peuple se gouverne beaucoup mieux quand il n'y a pas le prince. Alors à l'époque, c'était dit avec d'autres mots, voilà. Mais au final, c'est la domination, le pouvoir coercitif qui met la société dans un état, au final, de chaos et de domination des uns sur les autres. Et donc cette idée, effectivement, en fait, est beaucoup plus ancienne. On la retrouve dans le taoïsme. Marcel Granet parlait de la Chine antique et disait que la Chine antique se caractérisait par ni Dieu,
ni loi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et on trouve aussi un certain nombre d'anthropologues qui ont travaillé sur des sociétés diverses dans différents endroits du monde, où effectivement ils ont montré qu'il a existé tout un tas de sociétés où il n'y avait pas de pouvoir coercitif dominateur. Il y a effectivement des chefs de clans, des chefs de villages, ou d'organisations même parfois à plusieurs clans, mais le chef est un représentant. Il va représenter son village, il va porter la parole qui a été décidée, il va porter la décision, il va servir de médiateur quand il y a des conflits, et un de ses rôles est de faire des cadeaux. Donc en fait, leur système fait que le chef s'appauvrit en permanence. Tout est fait pour empêcher que les pouvoirs se concentrent sur lui. Et il a simplement un rôle de représentant, de trouver, de garder en harmonie le groupe. Et si le groupe n'est pas content de ce chef, ils peuvent le virer sans aucun problème. Il n'y a personne qui va obéir. Il ne peut pas donner d'ordre. Mais il ne peut pas donner d'ordre, non pas parce que lui ne peut pas, mais parce que les autres n'obéiront pas. Donc, on en revient à la question de l'éducation. Éduquer au potentiel humain à garder cette liberté intérieure. Si on nous dit quelque chose d'intelligent, dire « bah oui, je suis d'accord, je vais le faire, il n'y a aucun souci ». Mais si on nous dit quelque chose qui est un ordre, qui est une aberration, juste dire « non ».